Merci, bonjour à toutes et à tous. On va descendre d'un étage pour parler de membrane et de genoux. Petite photo avec Nico à Clairefontaine en espérant que ces deux étoiles en amènent une troisième bientôt dans un sport peut-être un peu différent. Donc je vais vous parler d'une application digitale qui s'appelle Test du genou qui nous aide à faire du diagnostic du croisé. Alors si vous voulez la charger, vous flashez. Normalement ça doit marcher. Pour les 30 premiers, parce qu'après c'était payant, donc le 31e, il se débrouillera, il ira le chercher tout seul. Si ça ne marche pas, sur les plateformes, vous tapez test du genou, ça sort tout seul. Donc on a construit une application à partir d'un questionnaire sans examen clinique qui nous permet d'améliorer la performance de diagnostic des entorses graves du genou. C'est un processus assez long qu'on a commencé il y a 7 ans. On a fait une étude très bien construite, donc ça prend du temps. Et on est à la fin puisque le travail est désormais publié dans la littérature scientifique. L'application est effective et on est à la phase de communication et de diffusion du test. Donc on a fait ça avec la société française francophone maintenant d'arthroscopie et une fondation qui s'appelle Paul Bento qui finance des projets de recherche assez volumineux parce que ce projet de recherche au total, c'est une enveloppe de plus de 300 000 € quand même. Donc quand on veut faire de la science bien construite, ça coûte très cher. On a fait ça avec le professeur, on a dirigé ça avec le professeur François-Xavier Gunpin, qui est un ancien militaire et qui est maintenant à Lorient. Mais comme dans toutes les équipes de la SFA, c'est 10 centres et puis plus de 60 chirurgiens et équipes scientifiques qui construisent ces études. Donc c'est vraiment du très gros travail. Alors la rupture du croisé, vous savez que c'est une lésion fréquente. Qu'aujourd'hui on ne sait pas combien il y a de ruptures du croisé en France. On le sait par extrapolation parce que nos copains danois, norvégiens, australiens, américains travaillent un peu plus précisément sur l'épidémiologie, mais nous on peut faire que des extrapolations. Probablement si on se rapporte aux data internationales, il va se dire qu'il y a plus de 130 000 ruptures du croisé par an en France, en sachant qu'en France on en opère un peu plus de 50 000. Donc d'abord la première chose c'est de dire que tous les croisés cassés en France ne sont pas opérés. Et que le traitement fonctionnel reste le traitement principal de la rupture du croisé. Le traitement fonctionnel peut-être, et peut-être aussi le non-diagnostic, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de croisé et qui se baladent dans la nature avec des croisés cassés. Donc voilà, en fait, il y a probablement un hiatus avec des patients qui sont aujourd'hui non traités, et c'est probablement autour de 80 000 patients par an qui ont une entorse grave du genou avec rupture du croisé et qui sont ni diagnostiqués ni traités, quel que soit le type de traitement. Là où on peut affiner un peu les choses, c'est les médecins de montagne. C'est les premiers à avoir fait des registres en France sur les blessures. Et si on extrapole à partir du ski, ça ferait même jusqu'à 200 000 ruptures du ligament croisé antérieur par an. Alors le ski, c'est très traumatogène au niveau des croisés, donc probablement c'est un peu surestimé, mais vous voyez que la fourchette est large de lésions. Je vous rappelle que ce n'est pas uniquement une blessure sportive, qu'il y a 15% des gens qui ont ça dans le cadre d'un accident de travail ou d'un accident domestique. Donc il n'y a pas que les sportifs de haut niveau qui se cassent le ligament croisé antérieur. Alors vous connaissez probablement les petits traumatismes de croisés. Donc on voit ça tous les week-ends. Parfois c'est même un peu plus impressionnant. Ceux qui n'aiment pas voir les traumatismes, fermez les yeux parce que là, ça déboîte un peu plus fort. Voilà, donc évidemment sur le traumatisme de gauche, c'est une rupture du croisé simple, c'est un des joueurs de l'UBB, et du côté droit, il a compris, ça. Les gens qui sont autour de ces sports-là, quand ils voient ça, ils savent que ça ne se passe pas très bien au niveau ligamentaire. Donc pour la petite info, il avait quand même une belle petite lésion du ligament collatéral médial associé. Un joueur qui s'appelle Geoffrey Cross, qui a joué longtemps à Bordeaux, qu'on a opéré des deux côtés, il a fait 2 fois les mêmes lésions. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ces joueurs-là, ils retournent au rugby, même s'il a un genou pas tout à fait aussi nickel qu'il avait avant. Alors le diagnostic du croisé, c'est facile. Ouais, c'est facile, mais c'est facile sur l'interrogatoire et l'examen clinique à condition d'avoir des mains expertes. Parce qu'en fait, ce petit mouvement qu'on fait là pour faire le tiroir, en fait, c'est pas si simple que ça à apprendre. Et quand on a nos jeunes qui viennent ici, les fellows, là, il nous faut bien 6 mois pour qu'on leur apprenne bien à faire ça et à faire le tour de tous les pièges qu'il peut y avoir. Donc ça paraît tout bête. Mais le test du tiroir, le test du ressaut, c'est des trucs qui ne sont pas faciles à apprendre. Donc on ne peut pas demander à un médecin urgentiste ou un médecin généraliste de connaître ça parfaitement bien, sauf s'il a une appétence particulière pour ce type de traumatisme. Mais faire le diagnostic que par l'examen clinique, c'est un peu difficile. Ceci étant, un examen clinique plus un bon interrogatoire, on fait le diagnostic dans 95% des cas. Donc c'est hyper puissant quand même.
Donc c'est quand même assez simple. Après, quand on regarde dans un service d'urgence, c'est pas si facile parce que vous voyez, dans les services d'urgence, eh ben, le taux de diagnostic de croisée, c'est 10% pour les anglo-saxons, 25% pour les bretons, ils sont meilleurs que les anglais. Et en Europe, c'est entre 7 et 25% dans les services d'urgence de bons diagnostics. Après, des gens qui ont eu donc un traumatisme du genou et chez qui on fait le bon diagnostic. Donc on fait des diagnostics par défaut et puis aussi des diagnostics par excès. Donc les gens, ils ne sont pas orientés dans la bonne filière, donc ils ne voient pas la bonne personne, ils n'ont pas le bon traitement et ils perdent du temps. Et vous savez que c'est générateur d'un certain nombre de complications, des raideurs, des difficultés de retour à la vie normale, des arrêts de travail prolongés, ce qui nous coûte très cher à tous. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pas bien organisées dans la filière. Et puis de l'autre côté, on fait des examens complémentaires trop systématiques, comme l'IRM. J'ai eu mal au genou, j'ai une attelle, on me fait une IRM. En fait, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il faudrait faire, parce qu'en fait, ça ne sert à rien de faire des IRM inutiles pour les traumatismes mineurs. Ça embolise les services de radiologie, et du coup, les gens qui en ont vraiment besoin, ils n'y ont pas accès. Donc on a des gens qui arrivent au bout de 2 mois avec des ruptures du croisé, une anse de saut méniscale interne, le genou bloqué, parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'IRM. C'est pas vrai à Paris, c'est assez vrai à Bordeaux, et au fond du Périgord, c'est encore plus vrai. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même de notre responsabilité, d'essayer d'organiser les filières pour que les gens aient le diagnostic au bon moment. C'est pas la peine d'envoyer tous les gens qui ont mal au genou à l'IRM, ça n'est pas faisable aujourd'hui, vu l'équipement qu'on a en France. Voilà, donc c'est dommage de faire des examens inutiles et de ne pas les faire pour les cas où il aurait fallu faire le diagnostic. Donc on a construit ce score avec une méthodologie qui est assez originale et surtout qui répond à tous les critères aujourd'hui de construction des études au niveau international. Donc c'est hyper lourd, surtout en France. Je vous rappelle qu'en France, on investit 1 euro de soins pour 4 euros d'administratif et de surveillance du soin qu'on fait. Donc voilà, on a lutté contre tout ça pour monter ce type d'études. On a été bien soutenu par la Fondation de l'Avenir. C'est vrai que ça aide de pouvoir faire des études en n'ayant pas besoin de s'occuper des problèmes financiers. Donc ça veut dire qu'on peut aussi collaborer avec des mutuelles, puisque c'est une mutuelle qui est derrière ça, et ça peut aider à faire de la science. Donc une étude comme ça, c'est 425 inclusions, 330 dossiers et qui sont analysés à la fin, donc c'est quand même une certaine lourdeur. Et donc c'est des patients 18-55 ans, il fallait les voir dans les 10 premiers jours qui suivent le traumatisme, il fallait qu'ils aient une IRM pour avoir le diagnostic intra-articulaire dans le mois qui suit, et puis il fallait que les IRM soient relus par des médecins et des radiologues, et 2 fois par les radiologues pour qu'on ait des diagnostics vraiment précis, puisque le diagnostic il dépendait et de l'examen clinique et de l'imagerie. Donc en pratique, je vous résume un peu le truc, on a fait un score sur 12 points, avec des items, il y en a 5. La douleur, donc c'est assez simple, de 1 à 10, on divise en sous-catégories de 2 points. Une impotence fonctionnelle, est-ce qu'on reprend l'activité? Est-ce qu'on reprend puis on s'arrête? Est-ce qu'on s'arrête tout de suite? Est-ce qu'on est incapable d'appuyer? C'est quelqu'un qui vous fait sortir du terrain. Est-ce que ça craque? Non. Le patient le ressent, l'entourage l'entend. L'instabilité, non. Sensation de dérobement à la reprise de l'appui ou sensation de déboîtement au moment du traumatisme. Et l'épanchement, oui, non, épanchement décalé qui peut être jusqu'à 24 heures après dans l'interrogatoire. Donc des signes qui sont très simples, qui sont des signes d'interrogatoire. Et en fait, avec ces signes-là qui ne nécessitent aucun examen clinique, on va être capable d'établir le score et vous allez voir la performance de ce score-là. Donc c'est des choses que tout le monde peut faire. Ce n'est pas un autoscore, les gens ne peuvent pas le remplir tout seuls, mais les praticiens peuvent reformuler et établir ce score. Et quand on fait ça, vous voyez qu'on augmente de façon considérable la sensibilité du diagnostic initial. On monte à 87% de diagnostic alors qu'on partait de 7 à 25%. Donc avec un score en supprimant l'examen clinique et en associant les différents items, on arrive à être plus performant. Donc vous voyez qu'en termes de score, quand on compare avec le test de Lachman, avec l'IRM, avec notre score, on est supérieur en spécificité, on est un peu moins sensible, mais on a une spécificité qui est assez bonne. Et en particulier, quand le score est supérieur à 8, on arrive à faire, on est quasiment sûr qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans le genou, et en général, c'est une rupture du ligament croisé antérieur. Alors comment ça se passe? Pour l'instant, c'est une application qui est sur le téléphone, pas de données sauvegardées, ça c'est pas possible aujourd'hui. Les patients ils reçoivent un mail avec leur score et le praticien aussi. Donc on se connecte sur la plateforme. La douleur, c'est assez simple, entre 0 et 10, quel est votre degré de douleur, et vous convertissez ça dans la case, voilà, vous appuyez sur un bouton. Après, la reprise de l'activité, donc là, éventuellement, vous reformulez ce que vous dit le patient. Des fois, ils disent le truc comme ça, ils ne sont pas capables de le faire, mais si vous leur demandez s'ils ont repris ou pas, vous pouvez cocher la bonne case. On fait la même chose avec le craquement.
On fait la même chose avec l'instabilité ressentie ou non. Et avec l'épanchement, ça c'est le petit piège, il faut bien les faire formuler parce qu'ils vous disent non, ça va pas gonfler, et en fait ça a gonflé, mais ça a gonflé 1 heure après ou un jour après. Donc voilà, c'est pas un airbag, hein, quand on tombe, on n'a pas le genou qui gonfle comme ça, quoique. Et donc il faut faire reformuler ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on établit le score. C'est très simple. Si vous avez un score inférieur à 4, c'est ce qu'on appelle un traumatisme bénin du genou. Donc pas d'orientation vers l'IRM, pas d'orientation vers le spécialiste, réexamen du patient à distance et vous alourdissez pas le protocole de rééducation. On glace, on calme, on attend quelques jours et on voit ce qui se passe. A priori, c'est rien passé. Au-delà de 8, c'est sûr qu'il s'est passé un truc. Dans la majorité des cas, c'est une rupture du ligament croisé antérieur, mais ceux qui ne sont pas des ruptures du croisé antérieur, on a quelques croisés postérieurs, on a quelques lésions méniscales, on a quelques lésions cartilagineuses type fracture, donc il s'est passé quelque chose de grave. Donc si vous faites une IRM, vous allez trouver quelque chose et vous allez rendre service au patient parce qu'il va avoir un diagnostic. Et après, il y a une petite zone d'ombre pour les scores égales à 5, 6, 7. Donc ceux-là, il faut les orienter sans forcément d'urgence vers un spécialiste, médecin du sport, chirurgien, ou des gens qui sont traumatologues qui ont un peu l'habitude, au minimum les réexaminer pour voir comment les choses évoluent. Voilà. Donc les gens, ils reçoivent, c'est le nom, le prénom, l'année de naissance du patient, on envoie le fichier PDF et vous recevez ça. Pour l'instant, il n'y a pas de stockage. Évidemment, l'idée à terme, c'est de mettre un peu d'intelligence artificielle derrière tout ça pour pouvoir stocker les données et surtout faire tourner la matrice qui nous permettra encore d'affiner chaque item, parce que les items sont pondérés. Hein, on voit 5 catégories, mais derrière, il y a un calcul qui est fait. L'étude a permis de pondérer. Et quand on aura fait tourner 100 000 ou 1 million de personnes dedans, on pourra encore plus pondérer. Peut-être que l'épanchement aura plus d'importance, peut-être que c'est le craquement qui aura plus d'importance. Donc ça, les machines, elles font ça très bien. Voilà, donc là, on reçoit le test avec le détail de chaque question. Donc ça, c'est tous les gens qui ont participé partout en France. Hop là, pardon. Voilà, je remercie Nicolas qui m'a laissé parler. Il avait très envie de parler. Nico, il aime bien parler. Vous voyez que même quand il visite Clairefontaine, il a toujours l'ordinateur sous la main. Donc c'est Monsieur Science chez nous en genou. Donc il a participé beaucoup à ces études-là. Et la SFA, vous voyez, on a bossé sur ces scores-là et on bosse aussi sur un truc qui s'appelle un registre national des ruptures du croisé. On collige tous les gens qui ont des ruptures du croisé. Donc d'abord opérés, puis maintenant on est en train de faire les traitements fonctionnels. L'idée, c'est d'essayer de voir ce que ça donne en termes de résultats pour dire qu'est-ce que c'est que le croisé en France et qu'est-ce que c'est que le résultat du croisé en France. Aujourd'hui, on regarde les registres danois. Les Danois, les chirurgiens, ils opèrent en moyenne 12 croisés par an, donc ils n'ont pas tout à fait la même expérience que les Français. Donc l'idée, c'est que dans quelques années, on soit capable de dire ce qu'en France, ça donne le résultat de la chirurgie, ce que ça donne le résultat du traitement fonctionnel, parce qu'aujourd'hui, les séries françaises, elles ne sont pas suffisamment grosses. Comme je n'ai pas assez parlé, j'en profite pour parler un peu de Pierre Laboudy, qui est notre futur associé. Vous le croiserez, il n'a plus tout à fait la même tête que sur la photo, mais il n'en est pas très loin. Donc Pierre, il a 32 ans, c'est un Toulousain, personne n'est parfait, sauf qu'il avait quand même un pied sur le bassin d'Arcachon depuis qu'il est tout petit. Donc il a été externe à Toulouse, interne à Paris, personne n'est parfait là non plus. Il a été fellow chez nous il y a quelques années, il a passé 6 mois ici, puis après, sur nos conseils, il est parti étudier la hanche au Canada, surtout la chirurgie conservatrice, donc il a appris des choses qui se font vraiment pas beaucoup en France. Et actuellement, il est chef de clinique au Grand Hôpital de Cochin, dont il sortira à la fin de l'année pour nous rejoindre en début d'année prochaine pour faire de la chirurgie de la hanche et du genou. Et donc, on est ravis que Pierre rejoigne l'équipe. Donc son sujet de prédilection, c'est la chirurgie conservatrice de la hanche. Ça veut dire quoi, conservatrice? Ça veut dire qu'on ne met pas du métal et du plastique à la place. Alors évidemment, comme tous les chirurgiens, il mettra du métal et du plastique chez les gens chez qui il n'y a plus rien à faire. Mais il y a quand même plein de cas, en particulier chez les gens jeunes, qui ont des espèces de malformations de la hanche, chez lesquels, quand ils sont très gênés, on peut faire des chirurgies préventives dans les cas de préarthrose ou pour limiter l'évolution trop rapide vers l'arthrose. On s'occupe aussi de tout ce qui est autour de l'articulation, les fessiers, le psoas, etc. Donc il fait beaucoup de chirurgie par arthroscopie, de temps en temps à ciel ouvert, et des trucs un peu plus complexes dont il prendra le temps de vous parler dans les mois à venir, parce qu'il va communiquer un peu là-dessus, qui sont les ostéotomies correctrices pour les dysplasies. Voilà, il y a beaucoup de patients qui ont ces dysplasies-là, tous ne méritent pas l'intervention, mais un certain nombre d'entre eux, aujourd'hui, on a la preuve que ça va leur être utile dans le temps, parce que ça va leur éviter de développer trop rapidement des arthroses. Voilà. Alors c'est un domaine qui est encore pas trop connu, on confond ça souvent avec des pubalgies, des douleurs de hanche, des douleurs du dos et tout ça, donc il y a tout un travail de démembrement sur lequel il a beaucoup travaillé et dont il pourra discuter avec vous dans les mois à venir pour qu'on puisse
aider à capter ces patients pour leur faire un diagnostic, poser le bon diagnostic, proposer le bon traitement, chirurgical ou non, et puis prise en charge ultra spécialisée. Là, pour le coup, la clinique du sport en fait que de l'orthopédie, mais alors ce qu'il amène lui, c'est vraiment un truc... il doit y avoir 5 personnes en France qui savent faire ça, donc voilà, il y a un profil qui est vraiment intéressant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des conflits fémoro-acétabulaires, donc vous voyez, ça s'opère sous arthroscopie, c'est des gens qui ont des petits débords osseux qui se voient sur la radio, comme ça, et en fait ça fait des effets de conflit avec le fémur, et ça va qui vont entraîner une arthrose précoce de la hanche. Et donc on peut essayer de ralentir ces phénomènes-là en leur redonnant une forme osseuse qui permet de supprimer le conflit. Donc l'intérêt, c'est de supprimer les symptômes, et si on s'y prend assez tôt, d'éviter le développement des arthroses précoces. C'est des arthroses qui peuvent se développer très très tôt. La semaine dernière, j'étais à la SFTS, ils parlaient des pongistes, donc c'est un sport comme ça, c'est pas très impressionnant le ping-pong. Eh ben, ils ont une série de 40 gars qui étaient à l'INSEP, et ils en ont déjà opéré 24 de prothèses totales de hanche avant 25 ans, parce qu'ils font des gestes répétitifs et ça développe des conflits expérimentaux. Donc voilà, c'est quand même une pathologie qui existe et qui pose problème, parce que poser des PTH à des gars qui font du ping-pong de haut niveau avant 25 ans, c'est quand même assez problématique. Et puis alors après, il fait un truc qui s'appelle la PAO, j'aime bien cet acronyme, je ne sais pas pourquoi, ostéotomie périacétabulaire pour les dysplasies. Et donc là, vous voyez, on change de catégorie, hein, c'est des chirurgies, quand on voit la longueur des vis, on voit que ça c'est de la vraie chirurgie d'orthopédiste, mais ça permet de modifier la couverture de la hanche, et dans ces cas de dysplasie, essayer de sauver des hanches qui sont destinées à faire des arthroses très rapides, hein, parce que vous voyez sur la radio de gauche, il n'y a vraiment pas grand chose au-dessus de la tête du fémur. Voilà, donc si vous voulez charger les applications, n'hésitez pas, au quotidien c'est assez plaisant à faire et assez facile, et je vous remercie de votre attention. Bonne journée.